On a effectivement, Lucille, tu l'as dit, on a ce sujet parentalité qu'on souhaitait vous proposer ce matin parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les formations, régulièrement dans les échanges, avec des questions. Euh, Quelles sont les nouvelles formes de famille? Quels sont les parents d'aujourd'hui? Est-ce que les parents d'aujourd'hui que nous accueillons en l'espace de rencontre sont différents des parents que nous avons pu accueillir? Et s'ils sont différents, ben, ça veut dire on travaille comment en espace de rencontre? Quel est notre travail? Quelles sont nos limites? Quels sont tous les enjeux sur lesquels sont les parents et comment on peut penser ça, en tout cas vu aussi de notre place intervenant ou accueillant ou coordinateur ou responsable, en tout cas travaillant en espace de rencontre. Pour la fédération, c'est vrai que c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Vous vous souvenez, on avait proposé cette visio qui est toujours disponible de l'intervention de Serge Scott sur les parentalités empêchées et le travail en espace de rencontre. Et c'est ce qui a motivé aussi ce travail que nous faisons autour des diplômes universitaires sur la parentalité. Donc pour faire ce jeudi, alors je vous le dis, il n'y a pas de replay. Par contre, vous pouvez voir qu'il est filmé. Si vous ne souhaitez pas être sur l'image, vous ne serez pas forcément. Il faut que vous désactiviez votre caméra parce on souhaite aussi pouvoir en garder quelque chose, peut-être pour s'en servir comme support de formation aussi pour des formateurs qui viendraient vous rencontrer sur des formations, en particulier intervenir en ER. Donc pour ce jeudi, viens à travailler et viens plancher sur le sujet Joël Rex. Donc bah, Joël qui travaille depuis longtemps sur les parentalités. Peut-être Joël, tu diras un mot pour te présenter. Voilà, qui est à Toulouse et donc que j'ai eu la chance d'avoir su associer AP, m'a-t-elle dit, dès le départ sur le projet des DU sur la parentalité. Donc c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Et donc voilà, merci Joël d'être venu ce matin. Et Brigitte, parce qu'on s'est posé la question en préparant ce jeudi aussi, on parle là de parentalité, mais on s'est donc posé la question de l'enfant et de la parole de l'enfant et de qu'est-ce qu'on en faisait dans ce contexte familial aujourd'hui. Euh, et donc, Brigitte, toi qui est administratrice de la fédération, qui est une précieuse ressource, même en tant que secrétaire, qui donne beaucoup de temps, mais beaucoup de temps aussi de ton temps est consacré à la question des enfants. Donc, tu as des groupes de parole et tu avais proposé au colloque de Lille cet atelier. Donc, Mhm. Mhm. j'imagine qu'un certain nombre de vous étaient présents et moi, voilà, je sais à quel point si cette réflexion est précieuse et on essaie de la conduire, on essaie de la transformer en formation aussi, mais bon, avec tout le travail et puis trouver le bon créneau pour trouver une formation. Et tu en parleras tout à l'heure. Donc, tu es dans le comité de pilotage du prochain colloque qui porte aussi sur cette question des parentalités des familles. Mhm. Mhm. Voilà, donc du coup, nous serons toutes les trois. Moi, je vais être aussi attentif une fois que Joël a préparé son petit topo, et peut-être Brigitte, tu vas pouvoir aussi prendre la parole, et ensuite, je serai attentif à pouvoir vous donner la parole. Donc, pour qu'on puisse s'entendre, on a coupé les micros, et je me permettrai, si c'est pas fluide, on fera différemment, mais de les réouvrir au fur et à mesure. Voilà. Merci. Donc, on est ensemble aussi jusqu'à 10h30. Voilà. Merci à vous. Et voilà. On est parti. Alors, on est parti, c'est moi, Emmanuel? Ah oui, alors, Joël, à toi. Je te passe le relais. D'accord. Bon, merci beaucoup en tous les cas de m'avoir invité, de m'avoir mise au travail sur ce thème. Effectivement, un thème très intéressant, très vaste quand même, mais très, très intéressant et d'actualité dans nos espaces de rencontre. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis Joëlle. De formation, de métier, je suis psychologue clinicienne.
Je travaille à l'espace de rencontre LPE 31, qui veut dire lien parent-enfant, depuis 29 ans. Par ailleurs, j'ai travaillé 21 ans à l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc, le thème de la famille et des enfants, mes familiers, mes chers, et je peux témoigner un peu de mon expérience, comme vous tous ou toutes, parce que je n'ai pas fait attention s'il y avait, si on était un public que féminin. J'espère que non. J'espère qu'il y a un peu de mixité dans le groupe. Voilà. Et on a Donc, Serge. ah, voilà, Serge est là. Bon, très bien, très bien. Donc, il sauve la mixité. Alors, pour tout vous dire, j'ai préparé 19 pages. Bon, peut-être c'est un peu long, mais c'est ça, quand on a une formation universitaire, on s'embarque voilà, sur un thème qui est fort intéressant d'ailleurs. Bon, donc du coup, je vais essayer quand même de faire un peu plus court, mais je pense que c'est quand même indispensable d'en passer un peu par là, un peu par poser des choses, poser peut-être les savoirs des autres et ensuite confronter ces savoirs différents avec nos expériences de terrain, puisque nous sommes tous euh, donc à travailler dans les espaces de rencontre. Voilà, alors je vous propose de commencer tout de suite par une citation. Je vous la lis. La famille d'aujourd'hui n'est ni plus ni moins parfaite que celle de jadis. Elle est autre, parce que les circonstances sont autres. Elle est plus complexe, parce que les milieux où elle vit sont plus complexes. Voilà tout. Fin de citation. À votre avis, de quand date cette citation? Eh bien, il s'agit d'un propos d'Émile Durkheim lors de la première leçon de son cours de sociologie de la famille à Bordeaux en 1888. Cette citation qui nous paraît très contemporaine, vous voyez qu'elle ne l'est pas. Donc peut-être ces familles qui nous semblent toujours nouvelles, toujours différentes, le sont peut-être, c'est la question que je pose, différentes et nouvelles depuis toujours. Ça permet de relativiser un peu. Mais on verra quand même qu'il y a eu des métamorphoses et des changements disons, ces 50 dernières années. Alors, pour penser les choses un peu sur ces changements de famille, comment la penser, cette famille, on peut l'aborder sous l'angle anthropologique, l'angle du droit, de l'histoire, de la sociologie, de la psychologie, la psychanalyse qui est pas de la psychologie. Même si en psychanalyse, le terme de famille n'est pas un concept, on en parle quand même. Voilà, en tous les cas, pour penser la famille, il y a nos représentations, puisque nous sommes tous issus d'une famille, quelle qu'elle soit. Donc, nous en savons tous quelque chose de la famille, de la nôtre en tous les cas, et puis de celle que nous côtoyons, mais on peut utiliser quelques outils des sciences humaines. Donc, je vous propose de faire un tout petit détour par l'anthropologie et vous invite, alors peut-être pour ceux qui viennent d'arriver, il y a dans l'onglet conversation, je vous ai mis une bibliographie qui m'a servi de support pour présenter le topo d'aujourd'hui. Donc, dans cette bibliographie, vous trouverez, j'ai cité 2 livres, alors bien sûr qu'il en a écrit bien plus, mais 2 livres de Maurice Godelier. C'est un anthropologue français qui aujourd'hui a 90 ans et qui travaille encore. Bon, en tous les cas, 2 livres fondamentaux de son œuvre, donc le premier, c'est Au fondement des sociétés humaines, et le deuxième, Métamorphose de la parenté. Alors là, on trouve un mot, peut-être on s'y attardera tout à l'heure dans la conversation, mais le mot parenté est bien antérieur au mot parentalité. Et parenté et parentalité, ce sont 2 mots cousins, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Bon, mais peut-être on en parlera.
Alors, que nous dit ce monsieur Maurice Godelier? Des points essentiels qui peut-être nous permettront de prendre du recul et de réfléchir un peu. Il nous explique que la famille est régie par les principes de l'alliance et de la descendance. Alors, alliance, c'est ce qu'on appelle c'est les mariages ou pas mariages, mais en tous les cas, c'est l'alliance entre deux personnes, mais surtout, lui, il a étudié les sociétés primitives, c'est l'alliance entre deux familles. La famille de la mariée, la famille du mari. Et la descendance, donc les enfants. Pour lui, et il le démontre, faire famille n'est pas naturel, c'est culturel. Autre point essentiel, mais lisez les livres, autre point essentiel, il nous démontre également qu'au fondement des sociétés, il y a le sacré et le politique, et pas la famille. Pour lui, la famille n'est pas au fondement de la société. Une idée qui est fondamentale parce que on parle beaucoup aujourd'hui de la famille socialise l'enfant, la famille va faire un citoyen, la famille, c'est le fondement des sociétés. En tous les cas, lui, il démontre par sa thèse que non. Ce qui est au fondement de la société, c'est le politique, enfin, c'est le sacré d'abord et le politique. Bon, autre point intéressant, alors bon, il y aurait plein de choses à dire sur ce qu'il a écrit, mais enfin, je vais retenir des petits morceaux. Il nous dit aujourd'hui le monde est scientifisé et laïcisé. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, du coup, le sacré, c'est-à-dire le religieux, passe en second, scientifisé, la science est en premier, avec les mères porteuses, avec les PMA, bref. Et laïcisé, donc là aussi politique et religieux en second. Ça, c'est un changement récent. Alors, il nous raconte la petite histoire de, pour faire un enfant, avant, on était trois. Ah, ça fait réfléchir. Avant, on était trois. Il y avait un homme, une femme et un troisième. Et ce troisième, eh bien, c'était un dieu, un ancêtre, un esprit. Aujourd'hui, dit-il, les enfants sont sans âme. Il n'y a pas de troisième. Bon, on pourrait se rapprocher de la psychanalyse qui nous parle du tiers nécessaire entre un père et une mère. Bon, il y a le droit aussi qui peut faire tiers. Bon, tout ça peut faire sujet de conversation. Alors, de ces enfants qui naissent sans tiers, eh bien, découle la notion d'appropriation. Du coup, l'enfant, il appartient soit à ses deux parents, soit à l'un, soit à l'autre. Et ça change tout quand on les reçoit, ses enfants et ses parents. Alors, donc, pour lui, la famille est définie comme un lien d'alliance, d'ascendance ou de descendance. Mais ce n'est pas si simple que ça comme définition. En tous les cas, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, ce n'est pas suffisant. D'autres ont fourni d'autres définitions de la famille. Je continue, je saute. Alors, en droit. Ah oui, ce qui est intéressant dans la définition de Godelier, c'est que lui, il voit deux lignes, deux liens, deux lignes. La ligne horizontale, la ligne verticale, la ligne de la filiation et la ligne des générations. Actuellement, ça se délite un peu concernant la ligne de l'alliance et des générations. Passons au droit français. Dans le droit français, là aussi quand même, on parle de descendance, de filiation, plus que de... alors, si on pourrait parler aussi de l'alliance, mais enfin, on va le mettre de côté. Pour le droit français, la famille est établie soit par le sang, soit par le sang, c'est la famille biologique, soit par la possession d'État, c'est la famille sociologique, soit l'entrée d'un enfant dans la famille via l'adoption. La famille biologique dans le droit français n'a pas de valeur supérieure
à la famille sociologique et à la famille, par exemple, adoptive. L'enjeu principal étant l'intérêt de l'enfant. Là, l'intérêt de l'enfant apparaît. D'autres définissent la famille autrement, définissent la famille comme une institution, comme une société, comme une association. Et d'autres définissent la famille comme une fonction, comme ayant une fonction dans la société. Par contre, d'autres vont démontrer que non, la famille n'a plus cette fonction de faire et de devoir d'inclure l'enfant dans la société. Bref, le droit de la famille en France est une branche du droit privé. Alors, là aussi, allez voir la bibliographie. Évidemment, on arrive au Code civil. Et là, dans le Code civil, petite parenthèse, on voit, alors, le Code civil, il est né en 1956, ce qui n'est pas si vieux que ça. Et il a été revisité dernièrement en l'an 2000. Et là, apparaît. Alors, avant, il s'appelait le code de la famille et de l'aide sociale. Depuis 2000, il s'appelle le Code de l'action sociale et des familles au pluriel. Voilà, le pluriel apparaît. Mais, allez le voir, quand on regarde le détail de ce code, finalement, le pluriel apparaît que dans le titre, puisqu'à l'intérieur, eh bien, le pluriel disparaît. On a dans le livre 2 différentes formes d'aide et d'action sociale, titre 1, famille au singulier. On a le titre 2, enfance au singulier. Bon, donc en fait, cette initiative du pluriel disparaît un peu au fil du texte. C'était une petite parenthèse. Alors, le code n'est pas seulement une loi, et il est aussi un symbole. Il nous renseigne peut-être plus sur l'image qu'une société se fait de la famille idéale que sur les réalités familiales à un moment donné. C'est pour ça que le code échoue à tout dire de ce que sont les familles aujourd'hui. Quelques mots sur l'actualité en ce qui concerne les lois et le droit. Alors, je suppose que vous avez entendu un peu partout, enfin, il y a eu des articles dans Le Monde, il y a eu des podcasts, il y a eu aussi des infos sur une idée d'Emmanuel Macron. Alors, je crois que c'est une idée qu'il a eue en juin ou en mai 2024 sur le devoir de visite des pères. Ça a fait beaucoup parler et ça fait encore beaucoup parler. Est-ce qu'il s'agit d'un devoir? Doit-on l'inscrire dans la loi? Alors, il y a bien sûr tous ceux qui s'en félicitent et ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Alors, tout le monde y va de ses commentaires. Dernièrement, là, il y a eu un podcast sur la place des pères dans la famille a toujours été sacralisée. Très intéressant. A participé à ce podcast Édouard Durand, le fameux magistrat juge pour enfants. Il y a un psychanalyste et une journaliste, alors Serge Effez, et Nadia Dame, journaliste, qui discutent de cette question. Voilà. Bon. Ensuite, sur cette question du devoir des visites des pères, Macron, finalement, n'a rien inventé, puisque en cherchant un peu, on retrouve chez Dolto, donc en 1900, dans les années 50, en tous les cas, elle l'a dit dans son livre en 1988, aux éditions du Seuil. C'est les éditions du Seuil de 1988, mais je pense qu'elle l'a dit avant. Le titre du livre, c'est Quand les enfants se séparent. Elle prenait cette idée d'imposer au père un droit de visite, en tous les cas, d'obliger ses pères à s'occuper de leurs enfants. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un livre très intéressant d'une avocate qui a écrit « Nous nous sommes tant aimés ». Alors, elle retrace dans son livre 30 ans, elle est avocate et des droits de la famille, 30 ans
d'histoire de ce que des familles ou des couples qui sont venus la voir, des couples qui voulaient se séparer, divorcer, etc. Elle se présente comme une observatrice des évolutions de la famille, de la société française. Et elle fait un petit topo sur les résidences alternées, un petit commentaire. Elle dit, voilà, les pères se plaignent et se plaignaient beaucoup à l'époque où elle exerçait de cette justice soi-disant féministe qu'eux nommaient féministe et qui faisait que les juges favorisaient les résidences des enfants chez les mères. Et elle dit en prenant un peu de recul que finalement c'est peut-être pas si féministe que ça comme idée, mais plutôt que c'est plutôt lié à ce qui était courant à l'époque, et l'est peut-être encore un peu, quelque chose d'un régime patriarcal. C'est-à-dire que quand même, dans la tête de beaucoup de juges, la femme, la mère, devait rester à la maison, c'était son devoir, et finalement, elle avait bien le temps de s'occuper des enfants. Voilà, donc ça nous permet de prendre un peu du recul aussi sur nos représentations. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre d'un féminisme ou plutôt de l'ordre d'un régime patriarcal, ces histoires de résidence alternée vécues par les mères ou vécues par les pères. Voilà. Je résume, bien sûr, là aussi, on pourrait en discuter. Un petit topo quand même sur la CAF ou les CAF. La branche famille de la CNAF, donc la Caisse nationale des affaires familiales. Si vous regardez son dernier référentiel national, et si vous regardez la COGE 2023-2027, on est dans trois objectifs majeurs. Ça nous permet de nous situer un peu dans ces objectifs, parce que quand même la CAF nous finance à 60%, donc peut-être allons voir ce qu'elle nous demande, cette CAF. Alors, ces trois objectifs qu'on retrouve dans son référentiel, le premier, c'est accompagner les parents à l'arrivée de l'enfant. Deuxième objectif, soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants, notamment les adolescents. Donc, vous voyez le vocabulaire qui est utilisé, hein? Accompagner, soutenir. Troisième grand objectif, accompagner et prévenir les ruptures familiales. Ah, on lit en dessous. Le développement des offres des services accompagnant les séparations pour favoriser la coparentalité. Ça, c'est un mot qui est aussi récent, la coparentalité. Alors, il y avait la parentalité, maintenant il y a la coparentalité. Alors, je reprends. Le développement des offres de services accompagnant les séparations pour favoriser la coparentalité sera poursuivi, avec une attention particulière portée aux situations les plus fragiles, au maintien des liens parents-enfants et à l'apaisement des conflits. L'aide au maintien des liens familiaux entre les parents détenus et leurs enfants fera aussi l'objet d'une attention particulière. Je pense que nous nous inscrivons en partie dans cet objectif de la CAF. Un petit tour rapide sur les données statistiques en France. Voilà, 2023, on a 242 000 mariages, 120 000 divorces. Vous voyez, c'est à peu près la moitié. On le sait, 1 sur 2. Environ 75% des divorces sont demandés par les femmes. Plus de la moitié des divorces ont été prononcés par consentement mutuel. Ce qui fait que 60 000, on en déduit, mais ça, ce n'est pas dit dans le texte, hein, mais 60 000 divorces ne sont pas par consentement mutuel. Donc, passent par un juge, et dans ces 60 000, certaines sont très problématiques, conflictuelles. Alors, une avocate nous dit, la fameuse avocate là, dont je parlais tout à l'heure, nous dit il faut 4 ans pour digérer un divorce. Bon, ça nous donne aussi une idée de quand on reçoit les familles en espace rencontre, une des questions à leur poser, c'est depuis quand?
Depuis quand vous êtes en instance de séparation ou de divorce. Ça donne une idée. S'il faut 4 ans et si on arrive au bout d'un an, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, ça, là, vous irez voir. Ah oui, ça c'est très important, on en a beaucoup parlé dans l'actualité. La part des familles monoparentales est passée de 9,4% à presque 25% de l'ensemble des familles entre 1975 et 2019. Ce qui représente 2 millions de familles de ce type, 2 millions de familles monoparentales. Elles rassemblent 3,5 millions de personnes, parents et enfants compris. Dans 82% de ces familles monoparentales, ce sont des mères et des enfants. Ce qui nous donne qu'un enfant mineur sur 5 vit en famille monoparentale. Un tiers des enfants ne voient pas leurs parents ne voient pas leur père, pardon. Un tiers des enfants ne voient pas leur père après la séparation de leurs parents. Ce qui apparaît problématique pour les enfants dans le divorce ou la séparation des parents, ce n'est pas tant la séparation des parents, mais le niveau de conflit entre les parents auquel peut être confronté l'enfant. Ça, c'est pointé. Je passe. Allez voir la pièce de théâtre qui s'appelle La Dispute. C'est très intéressant aussi, cette pièce de théâtre. Ce que l'on trouve aussi dans les textes de loi et qui est demandé aux familles, alors c'est demandé aux familles, c'est peut-être là où on existe. Il est demandé aux familles que chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. C'est une injonction faite aux familles. Mais on le sait, ce n'est pas toujours facile. Tout a changé depuis les années 70. Voilà. Bon, j'entendais ça, moi aussi, dans mon enfance. Bon, on parlait de ça. L'idéal de l'éducation, aujourd'hui, ce n'est plus l'obéissance. C'est l'épanouissement, l'autonomie. Avant, l'éducation, c'était élever les enfants comme on avait été élevé. Le regard sur l'enfant et la parentalité a changé. Bon, alors, ce qui a beaucoup changé et qu'on entend beaucoup dans les discours, c'est les parents doivent désirer leur enfant. On entend beaucoup les professionnels demander aux parents, avez-vous désiré ou comment cet enfant est arrivé? L'avez-vous désiré? Cette question, il y a beaucoup à dire. Doit-on la poser? Comment doit-on la poser? Et pourquoi on la pose? Les parents, aujourd'hui, c'est là aussi une injonction faite aux familles, on leur demande de désirer leurs enfants, on leur demande de les aimer, et en retour, eux, ces parents, du coup, ils veulent être aimés de leurs enfants. On est très loin de ce que Godelier appelait les liens d'alliance, les liens d'ascendance, de filiation. On est sur d'autres types de liens. Voilà. Et puis, petit commentaire sur la notion de coparentalité. Là aussi, c'est d'actualité. Maintenant, la coparentalité va jusqu'à faire famille sans sexualité, jusqu'au point où ce sont des amis, des copains-copines qui font famille. On appelle ça la coparentalité entre amis. C'est le pari sur l'amitié plus que sur l'amour. L'amour entre conjoints ne dure pas, l'amitié dure. Alexis et Delphine, respectivement 29 et 39 ans, sont coparents. Ces deux-là ont fait un enfant ensemble, bon, apparemment sans rapport sexuel, mais ils ont fait un enfant et ils ont décidé de l'élever ensemble. Donc, de se promettre d'être toujours être là pour cet enfant et de ne pas s'éloigner de lui.
lisez le livre qui s'appelle Amitié et amour, passage. Et puis, il y a plein d'autres, on voit sur Internet, sur les amitiés fécondes, ces amis et amies qui font des enfants ensemble. Alors, bon, je vais passer sur. Ah oui, je voulais juste m'attarder, mais Brigitte a mis la petite affiche dans la conversation, là. Elle a mis une photo d'un jeu de cartes. Bon, ce jeu de cartes, il n'est pas si récent que ça. Il a été créé en 2012, mais c'est un jeu des 7 familles. Alors, du coup, ce jeu de 7 familles, il ne s'appelle pas 7 familles, il s'appelle 8 familles. Mais le principe, la règle du jeu est la même. Mais ce jeu s'appelle 8 familles d'aujourd'hui. Et dans les cartes, eh bien, il s'agit de, quand on regarde les cartes, il y a 8 familles différentes, dont une mère et une fille, un père, un fils, une fille. Il y a un père avec son nouveau compagnon, donc un compagnon homme, 3 enfants, la mère, son compagnon à elle, les enfants du compagnon de la mère, etc. 8 familles très contemporaines, on va dire. Les enfants, par contre, sur ces cartes, occupent toujours la place centrale et principale. Pour les enfants, il s'agit de leur monde, de leur entourage, parfois de leur propre quotidien. Et rien ne semble les troubler. Ils découvrent et réalisent pour certains, grâce à ce jeu, qu'ils appartiennent quand même à une famille, mais même si cette famille apparaît complexe. Quant aux parents qui s'y collent à ce jeu, certains s'en amusent, d'autres sont concernés par une période parfois douloureuse de décomposition familiale, puis de recomposition. Finalement, pour eux, ils s'en trouvent un peu soulagés de voir qu'il y a un jeu de cartes qui représente une pluralité de familles. Ça les déculpabilise un peu. Voilà. Ah oui, en 2024 est sorti dans la revue Réalité familiale, éditée par l'UNAF, le numéro 143 qui s'appelle Être parent. Et là, on y voit combien le rôle des parents aujourd'hui plus que jamais est sous les projecteurs. Tout le monde s'intéresse à ce que font les parents, à ce que doivent être les parents aux nouvelles familles. Bon, en tous les cas, ça, pour eux, ça relève d'une mission à la fois complexe, parfois impossible, et en tous les cas, l'UDAF dit qu'il y a urgence d'un meilleur accompagnement de ces familles qui peuvent être isolées et perdues. Petit détour par la sociologie. Alors, si, quand même, ça c'est intéressant, les sociologues remarquent que la famille, là aussi c'est une autre injonction un peu paradoxale, on demande à la famille maintenant de s'autoréguler. Voilà, elles doivent elles doivent être force de proposition. Les juges leur demandent tout le temps, mais qu'est-ce que vous avez à proposer? Et donc, comme si les juges, le droit arrivait après. Alors, c'est à la fois une avancée, peut-être une bonne chose que de donner la parole aux parents et de leur demander ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire famille et qu'est-ce qu'ils veulent pour leur enfant. Mais en même temps, ça peut être paradoxal et, et surtout dans les situations dites de conflit, c'est très difficile pour eux, et bien à ce moment-là, en tous les cas, de pouvoir se mettre d'accord sur un compromis. Il y a peut-être une temporalité à resituer. Notons aussi une modification du vocabulaire. Alors ça, c'est quand même aussi intéressant. Le vocabulaire change. Jusqu'à présent, on parlait de soutien à la parentalité, d'accompagnement à la parentalité. Et bien maintenant, le terme à la mode, c'est de dire soutien de la parentalité. On enlève le « a » et on met « de ».
Nous, notre CAF 31, là en Haute-Garonne, est très très sensible et veut mettre du 2 partout. Alors, peut-être elle n'a pas tort, mais ça fait écho aux sociologues et à ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire dans le 2, on part de il faut, euh, il faut redonner la place aux intéressés, aux protagonistes, c'est faire avec eux. Alors, le A dans la langue française induit une direction vers laquelle on souhaite tendre, mener le parent vers une parentalité qui serait normée, ou la parentalité qui serait dans la tête du professionnel qui ferait du soutien à la parentalité. Le 2 introduit quelque chose de faire avec la parentalité qui est déjà en place, faire avec là où ils en sont, de leur parentalité, qui est déjà en œuvre. C'est quand même intéressant de l'entendre de ce côté-là. Bon, je passe. Après, on pourrait aussi, mais peut-être on en parlera, de toutes ces familles où il y a, mais là, il faudrait faire un jeudi exprès, où il y a les enfants témoins victimes de violences familiales, les enfants maltraités. Je suppose que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu le film Signalement, là, qui est passé dernièrement sur Signalement avec un S, qui est passé sur France 2 et le débat qui en a suivi. Bon, je vous renvoie aussi aux travaux de Céline Gréco, qui est médecin et qui a elle-même été maltraitée enfant et qui milite pour ces enfants-là. Et actuellement, du travail de la députée Isabelle Santiago, qui est en train de faire un compte-rendu, mais je crois qu'elle est à la tête d'un observatoire des enfants malmenés, maltraités en France. Bon, l'une et l'autre disent, et elles ne sont pas les seules, disent que ce qui est important pour un enfant, c'est qu'il puisse grandir dans un environnement suffisamment bon, ça nous rappelle Winnicott, et tisser au moins un lien permanent, au moins un lien permanent et sécure avec un adulte. Bon, j'en termine par mon détour sur le savoir des autres. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire pour en arriver à peut-être confronter et parler du terrain. Et je voulais en dire quelque chose sur les espaces rencontres. En tous les cas, dire quelque chose de celui où je travaille. J'ai fait un petit, alors je ne suis pas remontée bien loin, parce que ça demandait un travail considérable, mais j'ai fait des petites stats sur les 5 dernières années, donc de 2019 jusqu'à 2023. Et j'ai essayé de regarder le profil des familles que nous accueillons. Rien de très significatif concernant une variation des âges des enfants. On note une légère augmentation des enfants entre 2 et 3 ans et entre 11 et 13 ans. Une baisse pour les bébés. Je vous parle de stats dans notre espace rencontre entre 2019 et 2023. Les pourcentages les plus élevés demeurent les enfants de la tranche globale des moins de 6 ans. Nous avons de 37% à 50% des enfants reçus qui ont moins de 6 ans. Et les enfants entre 4 et 10 ans représentent de 48 à 53%. Les ados, eux, de plus de 14 ans, entre 8 et 15%. Mais je vous dis quand même, globalement, rien de très significatif sur l'âge des enfants reçus. Sur les nombres de fratries, alors là, j'ai été un peu surprise. On observe sur ces 5 ans une augmentation des fratries de 2 ans, plus 21%. Avant, il s'agissait d'enfants seuls, en majorité d'enfants seuls. On repère de façon significative une augmentation de déclarations de violences conjugales,
plus 43%. Une augmentation de mesures de protection. Nous avons eu une protection pour un père, les autres que des mères. Une augmentation de 7%. Augmentation du nombre d'autorités parentales exclusives accordées à la mère. Augmentation de 13,6%. Certainement à mettre au compte de l'augmentation des mesures de protection accordées aux mères, puisque quand il y a une mesure de protection, alors automatiquement il y a l'exercice de l'autorité parentale qui est accordé exclusivement à la mère. On note par contre une légère baisse de la résidence de l'enfant chez la mère, moins 4%, avec du coup une légère augmentation de la résidence chez le père. Nombre important de parents visiteurs qui résident loin du domicile de l'enfant. 36% vivent hors du département de la Haute-Garonne. Donc, ces parents visiteurs, ces 36%, doivent se déplacer et pour certains doivent se déplacer de très loin. 9,2% des parents reçus sont en situation de précarité, de grande précarité. Alors, nous constatons à nouveau une liste d'attente, malgré une liste d'attente des familles pour la mise en place de leurs droits de visite, malgré l'augmentation de nos créneaux d'accueil depuis 2020. Ce qui nous amène à estimer que le nombre est à nouveau accru, le nombre de familles qui arrivent dans notre espace rencontre. Notre capacité d'accueil, nous avons estimé un plafond de 250 familles par an. Plafond, il est calculé en fonction de la superficie des locaux, même si nous bénéficions de locaux vastes. Ce plafond est calculé en fonction du nombre d'intervenants par accueil. Nous avons 5 intervenants par accueil plus une secrétaire et de la capacité d'organisation réalisée par la secrétaire. La secrétaire travaille à 3/4 temps, elle ne peut pas non plus, elle a un travail de secrétariat conséquent pour gérer 250 familles. Alors, augmentation sur 5 ans de 13% de familles concernées. Ça, c'est les familles que nous pouvons accueillir. On remarque en 5 ans, augmentation de 13% de ces familles, ce qui représente en nombre d'enfants une augmentation de 35%. Nous recevons 35% d'enfants en plus qu'il y a 5 ans. Nous avons organisé plus de 22% de rencontres parents-enfants en plus. Et nous notons que nous avons une augmentation de 35% de rencontres réalisées, ce qui veut dire qu'il y a moins de parents visiteurs absents et moins d'enfants non présentés. Alors, ces familles que nous accueillons, qui sont-elles? On trouve des couples récemment, mais je pense que c'est le cas pour tous, on trouve des couples récemment séparés ou en cours de procédure de divorce. J'utilise le mot séparé, que ce soit séparé ou divorcé. En situation de conflit, pas d'accord trouvé sur les modalités de résidence de l'enfant, de pension alimentaire, des biens, exercice de l'autorité parentale, etc. Ce sont des couples en situation de violence conjugale, plainte déposée, en situation de violence conjugale et obtention d'une mesure de protection, ou alors des couples séparés depuis longtemps, mais avec récemment une modification de la résidence de l'enfant. C'est surtout le cas pour les ados. Nous avons, beaucoup d'adolescents qui récemment ont changé de lieu. Avant, ils résidaient chez leur mère et maintenant, ils résident chez leur père. Et ça s'est passé dans un climat plutôt conflictuel et donc les parents ont fait appel à la justice. Alors, ça peut être, nous avons des parents qui sortent d'incarcération et donc il y a une reprise du lien du parent avec son ou ses enfants. Ce sont aussi des situations familiales complexes en attente d'une enquête sociale ou d'une enquête psychologique, d'une expertise psychiatrique ou d'une enquête pénale, par exemple pour attouchement sexuel.
Ce sont aussi des situations familiales où un des deux parents présente une pathologie psychiatrique ou une addiction plus ou moins stabilisée, ou en situation de grande précarité, ils vivent dans leur voiture ou dans un squat ou sont à la rue. Ce sont des situations où chaque parent a la résidence d'un de leurs enfants et à tour de rôle, ils viennent rencontrer l'autre enfant au point rencontre parce qu'ils sont toujours pas, ils sont toujours en conflit sur la résidence de l'enfant. Donc, chaque parent, nous, on a deux situations comme ça, chaque parent a un enfant chez lui et ils viennent voir l'autre enfant au point rencontre. Bon, les fratries se croisent au point rencontre, voilà. Alors, d'autres situations. On en a très, très peu. Nous. Ce sont les situations que nous appelons ASE. L'enfant vit en famille d'accueil et il vient voir ses deux parents au point rencontre. Nous avons des situations grand-parentales. Alors, on a des grands-parents et des arrière-grands-parents qui viennent. Mais là aussi, c'est une minorité dans notre espace rencontre. Du côté des enfants, qu'est-ce qu'on observe? Si les âges n'ont pas changé, certains enfants vivent des choses un peu différentes d'il y a 29 ans quand je suis arrivée au point rencontre. Actuellement, on a un enfant qui est présenté comme un enfant non genré. C'est les propos de la mère. Elle nous l'a présenté comme un enfant non genré. Donc, on lui a demandé de nous en dire un peu plus. Donc, ce n'est ni un garçon ni une fille. Voilà. Bien. Donc, le père doit faire avec ça. Son enfant n'est pas genré. Alors, nous avons actuellement une fille de 5 ans qui a 3 mères. 3 mères officielles. Hein. Et elle vient voir une au point rencontre. Une qui l'a reconnue quand elle est née. Mais elle n'est pas la mère biologique. Et elle n'est pas la mère du quotidien. Nous avons un garçon de 7 ans qui a 2 pères. Il a rencontré son père biologique pour la première fois au point rencontre et pleure celui qu'il nomme son père, que nous, on nommerait beau-père, qu'il ne voit plus parce que sa mère l'a quitté. Et cette mère refuse qu'il voie son père, celui qu'il nomme son père. Son père biologique, lui, le connaît, ce beau-père, ce père de cœur. Et il a donné son accord pour qu'il y ait des liens entre son fils et cet homme. Mais la mère persiste dans le refus. Donc le beau-père va peut-être, il est en train de faire une démarche pour demander à venir au point rencontre. Donc peut-être que cet enfant viendra voir son père biologique, qu'il ne connaissait pas, et son père de cœur, pour un même enfant. Nous avons actuellement, là c'est dans notre file active, 12 adolescents. Il y en a 10 qui refusent catégoriquement, alors vous savez ce que c'est qu'un ado qui refuse catégoriquement tout lien avec le parent qui est présent au point rencontre. Ces 10 ados sont mutiques, ils ont des casques sur la tête, il y en a même qui ont des masques. Alors, vous voyez, on est en 2024, certains ont encore des masques tout noirs sur le visage, anti-Covid, et ils sont penchés sur leur smartphone. Voilà les ados que nous avons. Alors, bon, je voulais faire un petit, avant de redonner la parole, j'espère que ça va, je ne suis pas trop longue, mais je n'arrive pas à le retrouver. Je voulais vous parler d'un argumentaire d'Éric. Oui. Joël, est-ce que ça te va de terminer dans 5 minutes ou pour laisser un peu de place? Alors, oui. Alors, je vais juste parler de ce commentaire. Si, quand même. Alors, je peux finir là-dessus. Tant pis, le commentaire, j'en parlerai. C'est un commentaire qui parle du. J'arrive pas à trouver la page. Qui parle de la montée, on va l'appeler comme ça, la montée de l'individualisme et de l'autodétermination. C'est quand même très important, surtout dans la clinique auprès des adolescents. Les adolescents, alors je cite tout ça de mémoire, les adolescents, Eric Zuliani en parle beaucoup, qui se présentent en disant « je suis », voilà, ce que je dis, je le suis. Voilà. Bon, c'est comme cette mère qui dit que son enfant est non genré, ce qu'elle dit, c'est ce qu'est son enfant. Ça, il faut vraiment, c'est notre nouvelle clinique, l'autodétermination qui n'en passe plus par les autres. Les autres,
eh ben c'est la loi, c'est la société, c'est nous, les professionnels, voilà. Ou l'ado, quand il dit je ne veux pas, c'est à prendre au pied de la lettre ce qu'il veut nous dire. Mais bien sûr, nous, il va falloir faire un détour pour l'amener ailleurs. Ça le détermine. Je suis sans lui. Je n'ai pas besoin de lui, en parlant par exemple des pères. Je n'ai pas besoin de lui. Je ne le connais pas, alors qu'il a vécu parfois 15 ans avec. Mais c'est une parole, c'est un ado qui s'autodétermine dans ce qu'il dit. Et c'est très difficile pour les professionnels de l'attraper autrement, tellement il en est convaincu. C'est de l'individualisme, de l'autodétermination. Bon, ce petit crochet, on pourra peut-être en discuter. Alors, juste, je conclus donc sur aujourd'hui, où est ma conclusion? Aujourd'hui, et voilà, je l'ai perdu. Qu'est-ce qui, dans nos ER, ah oui, finalement, la grande question aujourd'hui, c'est quoi l'ADN de nos ER? Voilà, ça c'est très important parce qu'il y a de quoi s'y perdre au milieu de tout ça. Quelles sont nos spécificités qu'on ne trouve dans aucun autre dispositif? C'est quoi cet ADN? Il y a prolifération de dispositifs autour de la parentalité, des parentalités, autour des enfants. Il y a pléthore, d'ailleurs, les gens ils sont perdus, même les financeurs sont perdus. Bon, qu'est-ce qui fait l'ADN des ER? J'ai, moi, une petite idée de la réponse, mais peut-être on peut en discuter avant de vous donner ma réponse sur ce que je crois être l'ADN. Voilà, merci beaucoup à tous et je suis très contente qu'on puisse échanger et je vois qu'on est 34 et c'est parfait, voilà, pour parler. Merci Joël. Brigitte, tu veux prendre le relais? Moi, je vais prendre un petit relais. Merci Joël, parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as pu dire. Moi, j'avais juste envie de parler aussi d'un livre de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Sophie Marinopoulos. Du coup, qui a écrit ce livre, Ce que les enfants nous enseignent. Donc, comme disait Emmanuel, peut-être un petit peu du côté des enfants. Et donc, elle a un chapitre assez intéressant sur la question, un terme sur un chapitre qui s'appelle border, être bordé, se border. Et je trouve intéressante cette question-là, puisque du coup, elle parle justement de sa maman qui l'a bordée au lit, et qu'aujourd'hui, justement, les parents ont peut-être un peu du mal avec cette question-là. Et je me disais qu'en espace de rencontre, on trouve peut-être, alors pas plus, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas des parents qui ont un peu cette difficulté, alors je vais en dire dans le bordage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu toute la question de comment je veux dire, être autre chose que de se vouloir être aimé de ses parents, en fait, hein, de son enfant, je veux dire. Et ces parents qui disent, de toute façon, je ne peux pas dire non à mon enfant, je l'ai que 2 heures, je l'ai que 1 heure. Donc ça, c'est quand même une question un peu pour eux, en tout cas dans les espaces rencontres, comment être parent avec des enfants qui connaissent pas beaucoup, avec, effectivement, elle parle ça, Sophie Marinopoulos, de l'amouromètre, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression peut-être de ne pas être assez aimés de leurs enfants ou de ne pas assez aimer leurs enfants et avec une grande culpabilité. Donc voilà, donc c'est souvent ça qu'on a, je pense, à accompagner. Voilà, et du coup, dans ce livre, elle, à la fin de chaque chapitre, euh, elle donne un petit conseil, donc, et là, c'est conseil de l'enfant à un dirigeant. Et un peu l'enfant qui dit, tu te rappelleras toujours que le parent est un artisan. Et je pense que c'est important aussi qu'on ait ça en tête, qu'on est tous des artisans du côté de la parentalité. Et puis, finalement, c'est l'enfant qui va nous faire grandir aussi. Et du coup, quand on n'est pas en lien avec son enfant, c'est d'autant plus difficile.
Tu ne chercheras pas à dompter le temps de l'enfance et tu reconnaîtras que l'enfance est un temps où la folie a sa raison d'être. Donc, c'est des paroles adressées à un dirigeant. Tu chercheras à créer des espaces transitionnels pour soutenir l'apaisement social. Là, peut-être les espaces rencontres, effectivement, ont leur place. Tu prendras en compte que border, c'est délimiter, c'est prendre soin. Donc, je vous invite à lire ce chapitre. Tu transmettras que l'autorité autorise des signes du possible. Tu porteras qu'être en responsabilité, c'est savoir border. Tu te rappelleras que là où la force est employée, l'autorité a échoué, la démocratie est en danger. Tu auras à l'esprit qu'une société non bordée crée de la violence et des inégalités. Tu auras en mémoire que border est un artisanat à transmettre. Voilà, donc je ne peux pas développer forcément, mais je trouve intéressant parce que je pense, ce que tu disais, Joël, quel est l'ADN de nos espaces rencontres? C'est probablement, mais après on va laisser le débat à chacun, un endroit où on peut expérimenter effectivement un lieu de parole et d'échange, et peut-être, comme on est dans du collectif aussi, de ne pas être sur cette centrage uniquement sur soi, mais justement de regarder un petit peu ensemble ce qui se passe pour chacun. Voilà, je vous laisse la parole. Des questions par rapport à Joël, par rapport à ce que vous vivez en espace rencontre? Oui, moi, je vais l'ouvrir en disant que dans ce que tu nous as partagé, Joël, qui m'a beaucoup intéressée, j'ai vu que tu avais fait un décalage entre la question du genre, qui peut venir nous interroger, avec, les, toutes les formes qui peuvent exister aujourd'hui et que tu as remplacé plutôt, en tout cas c'est ce que j'ai compris, par la question de l'autodétermination. Et que finalement, ce n'est pas tel ou tel type de profil, si je peux dire ça, qu'on pourrait, être en questionnement, mais c'est surtout comment, on fait dans cette réalité de l'autodétermination, et si on ajoute du tiers, qui n'est pas un tiers reconnu, alors à ce moment-là, il y a pas de rencontre possible. Je trouvais que ça, c'était, vraiment intéressant. Donc, du coup, c'était vraiment, aussi de se dire: «Bon, ben, OK, puisque c'est ça, alors comment effectivement on peut faire un pas de côté par rapport à cette question-là?» Voilà. Alors je ne sais pas si, vous qui êtes présents, ça vous avez évoqué de ce que vous vivez en espace de rencontre, en termes de résonance, et si vous avez des questions ou envie de participer aussi? Maïva qui se tient vers le micro. Ouais? Alors, Oui? bonjour. Ah non. Si vous levez la main, c'est simple parce que je peux donner le micro comme ça. Je ne vois rien. OK. Bon, juste Joël, tu avais une question, savoir sur quel, est-ce que tu as un livre que tu conseillerais sur cette question de, détermination et de ce que tu as lu là-dessus? Attends, je l'ai, sur la question des ados en particulier? Il y en a pléthore, mais le dernier, là, peut-être, que j'ai trouvé un peu, en tous les cas, moi qui m'a parlé sur cette question et qui nous aide à nous décaler, c'est celui de Jean-Pierre Lebrun, là, alors comment il s'appelle? Ah oui, ça s'appelle Où va la famille? Droit et psychanalyse, Jean-Pierre Lebrun et Jean-Louis Ranchon. C'est aux éditions RS, juin 2023.
Donc là, c'est intéressant parce que Jean-Pierre Lebrun reprend cette idée qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs, mais lui, il le raconte avec des mots simples, du, du collectif, du besoin de l'autre. C'est-à-dire, ces enfants ou ces personnes qui se construisent avec ou pensant pouvoir être un moi tout seul, forcément on va vers l'échec, on va vers quelque chose de terrible, ou même au niveau des souffrances et des symptômes. Le moi tout seul, il n'existe pas, quoi. C'est l'humain, le sujet, il a affaire aux autres. Il a offert aux autres dès la première minute de sa naissance, mais il a affaire aux autres parce qu'il vit dans une société, dans un groupe. Alors le premier groupe, c'est peut-être la famille, mais c'est pas forcément. Il y a la famille, il y a l'école, il y a voilà, et que donc penser qu'on peut être sans aliénation, sans en passer par les autres, c'est un leurre. Sauf que ce leurre, eh bien, il est actuel, il est dans notre société, il tourne autour. Bon, alors, il faut faire avec. C'est comment on peut quand même parler à ces ados, s'adresser à eux, être assis à côté d'eux, voilà, sans lui dire mais tu déconnes complet avec ton truc, sans l'intruser, sans l'agresser. Bon, peut-être introduire ce que moi j'appelle l'introduction du doute. Bon, l'autre, même si c'est son smartphone, c'est un autre. Voilà, il n'est pas tout seul. Bon, je crois que Serge a envie de parler. Vas-y, vas-y. Alors, hop. Serge et Frédéric. Ouais. Allez, attends, Serge. Attends, Serge, on t'entend pas. Je vais faire ça. Non. Il y a aussi Frédéric Et Frédéric qui a levé la main. Ouais, allez. Tu peux remettre ton micro, Serge? Oui, je voulais juste te remercier, Joël, pour ce que tu as partagé, qui est très riche, et juste justifier ce que j'ai mis dans la conversation, qui va vraiment avec ce que tu viens de développer sur la disparition de ce qui fait autre, on fait, ou référence externe, qui est l'argumentaire d'une journée sur la famille s'en défamiliariser de l'association de la cause freudienne à Bordeaux la semaine prochaine. C'est pas de la pub par rapport à. J'ai rien ni contre ni pour la CF, mais je trouve que l'argumentaire va complètement avec le débat d'aujourd'hui. Et puis, je me suis permis de mettre aussi une référence sur ce site qui propose de faire des enfants sans se connaître. C'est nouveau. Ouais. Ce qui est encore autre chose que l'amitié, ce que tu disais, à faire des enfants avec ses amis, parce que c'est plus sûr que dans une relation amoureuse. Pas faire des Là, enfants, élever des enfants. Voilà. Et là, ce C'est-à-dire que tu veux dire, des formes illusoires, je te rejoins tout à fait. On peut passer d'altérité. Frédéric? Oui, je voulais juste, moi, aborder un autre sujet parce que vous évoquiez les ados qui sont déterminés et autodéterminés à ne pas vouloir rencontrer leurs parents. Et je voulais savoir si vous, dans vos pratiques, vous étiez aussi confrontés, je suppose que oui, aux parents, aux enfants instrumentalisés par le parent hébergeant qui refusent aussi catégoriquement d'entrer dans l'espace de rencontre, quel que soit leur âge. Et on voit bien l'échange de regards entre le parent hébergeant et l'enfant qui lui dit « Mais si, vas-y, je te laisse aller voir papa ou maman ». Et on sent bien que l'enfant, il a la main sur la poignée de la porte, sans nous regarder à aucun moment et à dire « Non, non, bah non, je veux pas le voir », alors qu'il est venu le mois d'avant et ça s'est très bien passé. Il y a
Ce dialogue qu'entretient le parent hébergeant au domicile, contradictoire avec quand il vient ici, et on se retrouve bien en peine parce que, je dirais, on n'a pas de baguette magique et on sait que le lien existe entre le parent visiteur et l'enfant, mais on n'arrive pas du tout à faire rentrer, l'enfant dans nos espaces de rencontre et je trouve que ça se démultiplie vraiment, beaucoup, de Oui. plus en plus. Hem, je sais pas si vous aviez, vous, peut-être des éléments à nous transmettre? Je ne sais pas si vous vous adressez à moi, mais d'autres pourront répondre parce que vraiment, votre question concerne, à mon avis, l'actualité de nombreux lieux. Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Peut-être pas en nombre, mais en tous les cas, en détermination, oui, c'est plus fort. Là, dernièrement, pour ne citer que samedi dernier, non, c'est pas samedi dernier, enfin, il y a très peu de temps, une mère est venue nous dire que sa fille était dans la voiture et qu'elle ne pouvait pas la sortir. Sa fille a 9 ans. Hein, et que donc, il fallait que nous, on aille la chercher et qu'elle elle avait rempli sa mission, c'était de présenter son enfant. Donc, évidemment, on, on a tiré en touche du côté de là, pour le moment, madame, vous n'avez présenté personne et nous, on ne va pas chercher les enfants dans les voitures. Voilà. Donc, on a parlé de faits et elle nous a répondu: ah bon, d'accord, vous voulez que je l'arrache et que je la traîne. Donc là, on lui a dit: non, madame, ça, en tous les cas, si vous le faites, ce n'est pas nous qui vous le demandons. Nous, on ne vous demande pas ça, on vous demande de présenter votre enfant ou de trouver comment faire pour l'amener, pour qu'elle puisse rentrer et venir avec nous. Et on est resté comme ça sur cette position. Nous, on n'a pas lâché, on n'a rien lâché. Alors, on est 5, hein, donc 5 à tenir, c'est pas mal aussi ça. 5 intervenants, ça fait force. Avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse en lui disant: mais madame, nous comprenons que c'est difficile, et oui, les enfants de 9 ans maintenant, ils ne nous écoutent plus, etc. Bon, bref. Et au bout de peut-être 3/4 d'heure, eh bien, la petite, se demandant ce qui se passait, quand même, elle est sortie de la voiture, elle est rentrée toute seule. Elle est rentrée toute seule et elle est restée. Et la mère, elle, parce que ça, on a créé ce dispositif pour ce genre de mère, on l'a invitée dans une salle à côté qui est fermée et qui a une autre porte sur l'extérieur. On l'a invitée à venir, à boire un thé, à faire les gâteaux. Donc, on a pris soin d'elle, on l'a désangoissée. Donc, la petite a pu rencontrer son père pendant le temps qui restait, et ça s'est bien passé. Et quant à la mère, elle est restée avec nous, là, à débriefer, à boire son thé et à dire combien elle souffrait. Mais n'empêche que ça a eu lieu et que la deuxième fois, ça c'était la première fois, et que la deuxième fois a démarré de la même façon, à savoir que la petite était dans la voiture, mais on n'a rien changé à nos positions. Et finalement, la mère est allée la chercher 10 minutes après, l'enfant était là. Et la mère a refusé le thé. C'est-à-dire la deuxième fois, elle n'avait même pas besoin de venir boire le thé avec nous. Bon, je pense qu'elle elle sous-entendait qu'on lui était insupportable et que donc elle ne voulait pas boire le thé avec nous. Mais qu'importe, ce qui est important, c'est que ça puisse se faire de façon moins douloureuse que la première fois. Donc, on essaye d'inventer des petits trucs. Alors, on a une ado aussi qui reste à l'angle. À l'angle, il y a un angle, de telle sorte que nous, à l'accueil, on la voit, mais elle ne peut pas rentrer. C'est sa mère qui rentre et elle, l'ado, ne peut pas rentrer. Cet ado veut devenir juge pour enfants. Hein, c'est son projet professionnel. Donc, la mère nous dit, vous voyez bien, je ne peux jamais la faire rentrer, elle souffre, elle souffre. Donc, nous, on a dit à la mère que ça, on veut pas, que nous, on ne peut plus être témoin de ça. Voilà. Que soit cette ado, elle entre,
soit elle n'entre pas, mais elle ne vient pas dans l'angle pendant 1 heure, parce qu'elle reste 1 heure dans l'angle. Que ça, c'est pas possible. Que nous, on ne peut pas valider ce truc de rester pendant 1 heure, puisque de toute façon, ça ne sera pas considéré comme présentation d'enfant. Donc, petit à petit, cette mère, elle a fait alliance avec nous. Et maintenant, elle nous téléphone beaucoup, elle nous écrit, elle nous donne des nouvelles de sa fille. Alors qu'avant, on aurait pu penser que la petite était sous l'emprise de sa mère. Et bien, peu à peu, il se passe quelque chose du côté de la mère. Voilà. Et l'ado ne vient plus dans l'angle. Voilà. La mère vient, l'ado ne vient plus, elle reste chez elle. Mais en tous les cas, on considère, même s'il n'y a pas de présentation d'enfant, qu'il y a quelque chose qui se passe et on essaye de l'expliquer au père, ça. On essaye d'expliquer au père que oui, effectivement, il ne voit pas son ado, mais il se passe quelque chose et que peut-être il faut persévérer, attendre. Voilà, que le temps de cet ado, il est beaucoup plus long que le temps du jugement, de l'ordonnance. Voilà. Voilà 2 exemples. Hélène, non? Oui, oui, bonjour. Merci, Joël. Par rapport à la question de Frédéric, et ça fait rebondir, c'était intéressant les exemples, Joël, que tu viens de nous citer. Et je voulais revenir, moi, du côté de ce que tu nous invites à construire un petit peu la conclusion mais finalement, c'est quoi qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le R? Et je trouve que là, ça ouvre vraiment sur l'autre, mais aussi du côté ce parent hébergeant, souvent, il vient nous empêcher, il vient nous embêter, en tout cas, il vient nous questionner. Et Frédéric, ça soulève ça quand vous dites, on sait, nous, qu'il y a le lien. Alors, on sait peut-être pas, on sait pas de quel, de quel ordre il est, ce lien ou pas. Mais en tout cas, on peut s'interroger là-dessus. Mais qu'est-ce que ça vient empêcher ce parent hébergeant? En fait, ce qu'il a besoin, c'est tout ce que tu viens de décrire, Joël, je crois. C'est qu'on lui propose aussi cette dimension du collectif, je crois, hein. Quand tu disais, Brigitte, tu disais, on peut expérimenter dans un ER, en fait, c'est un endroit où monter, hors du seul centrage de soi, et c'est ça qu'il faut offrir aussi à ce parent-là, je pense, c'est aller du côté du collectif. Alors c'est génial ce que tu dis, Joël, le thé, c'est tout simple. Alors évidemment, je pense que dans des ER, des fois, on peut pas. Alors c'est peut-être réfléchir à comment on peut mettre quelque chose en place qui va venir accueillir cet autre parent qui fait partie qui fait partie entière et intégrante de cet espace rencontre aussi. Donc, comment on va aller l'accueillir, comment on va venir aussi lui le sécuriser et lui permettre d'expérimenter le collectif. Après, Brigitte, voilà, tu pourrais aussi nous parler. On a eu aussi, il y a la question des espaces de parole qui s'adresseraient aussi aux parents hébergeants. Bon, ça nous amène sur d'autres débats, mais c'est des idées, c'est pour pouvoir se décaler, faire le pas de côté par rapport à toutes ces et la question que vous avez posée, Frédéric, en fait. Voilà, je m'arrête là. Lucie, mais je ne sais pas. Tellement ça fait penser. Moi, par rapport à ce jeudi de la Fédé, c'est vrai que la question a été peut-être peu abordée sur jusqu'où on peut aller dans l'accompagnement. Il me semble que dans les équipes, enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre, là, c'est pas du registre de l'ER. Et on peut être amené à être témoin d'une situation où, tout à l'heure, Brigitte évoquait là, des parents qui peuvent avoir du mal à dire non, à être témoin de ces parents qui peuvent dire non, je ne peux pas dire non, et de l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Et c'est jusqu'où les uns et les autres on va. Voilà, j'avais envie un peu d'avoir vos retours là-dessus. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, merci Lucille. C'était un petit peu sur ce que je voulais un peu dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, on était du côté du parent hébergeant et aussi de voir un peu du côté du parent visiteur. Effectivement, jusqu'où on va dans le soutien et aussi jusqu'où
on se dit ou on se dit pas, ou comment on partage ça sur la question de déparentalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi des pères ou des mères qui sont, c'est un petit peu l'objectif du colloque d'ailleurs, qui peuvent être un peu empêchés sur des choses, ou qui, pour eux, par leur parcours de vie tout simplement, et peut-être parce que justement ils n'ont pas eu accès à leur enfant. Donc c'est comment on accompagne ça, et c'est comment aussi on peut accepter aussi en tant qu'intervenant en espace rencontre, la limite. Pour certains parents, alors il ne faut pas que ça soit du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille sur 6 mois, 1 an, que voilà, peut-être que 2 fois par mois, une journée, entre guillemets, c'est comme ça qu'il voit son- sa place de père, ou en tout cas pour aujourd'hui. Enfin voilà, il y a aussi toutes ces questions, c'est comment on, on- on se décale aussi de nos représentations qu'on peut avoir de ce qu'est un père ou une mère. Voilà, voilà, c'était un petit peu ça que je voulais mettre en avant. Avec ce qu'on est chacun, et l'intérêt, effectivement, d'être une équipe d'intervenants, ça me paraît important. Parce que du coup, voilà, on peut en discuter et voir ça ensemble. Lucie, je te laisse. Peut-être Lucille, peut-être, c'est pas une réponse, mais vous avez raison sur jusqu'où on va. Et un peu le cas de tous nos métiers, dès qu'on est avec de l'humain, je crois que c'est une question fondamentale à se poser, les limites de nos interventions. Alors, on peut aussi en ER y réfléchir lors des réunions d'équipe, lors des supervisions ou des analyses de pratique. En tous les cas, c'est toujours au cas par cas, à mon avis. On ne peut pas répondre par une généralité. Ça me semble pas possible. Et alors, les premiers espaces rencontres, Serge est là pour en témoigner, et Toulouse aussi est un des plus vieux. On ne parlait pas à l'époque de soutien à la parentalité. On ne faisait pas ça, c'était pas dans nos missions, même pas, on n'en avait même pas l'idée. On était là pour accueillir des enfants. Voilà. On était là pour accueillir des enfants et permettre aux enfants c'est ça l'histoire des points rencontres. Et d'ailleurs, moi, je continue à dire point rencontre parce que j'ai du mal avec le vocabulaire espace de rencontre. Je continue à dire ça. Mais et puis avec le temps est venu les parents. Mais d'abord, c'était pour les enfants. Et après est venue la question des parents. Et du coup est venue de nombreuses définitions de c'est quoi le soutien de ou à la parentalité. Bon, là, on en est à... Alors, on ne sait même plus s'il faut utiliser le mot soutenir, le mot accompagner. On n'ose plus, je ne sais pas, mais je pense que le vocabulaire traduit le malaise que nous ressentons. En tous les cas, on parle de soutenir ou accompagner à partir de la parentalité là où ils en sont. Là où ils en sont. Avec l'idée qu'il y a une temporalité dans être parent et dans être parent. Un père, nous on en a un là, il voit sa fille 3 heures par mois. 3 heures par mois, la petite, elle est avec le téléphone de papa. Bon, et ben voilà. Donc nous, on est là à constater que cette petite regarde plus le téléphone de papa que le visage de papa. Je me demande même si, ça m'interroge beaucoup. Mais en tous les cas, ce papa, là, samedi, je lui dis, ah mais donc votre enfant, parce que moi, j'ai qu'une envie, si je m'écoutais, j'arracherais ce téléphone, et voilà, et terminé dans la poche, et je priverais et le père et la petite de ce téléphone. Et bien sûr que je ne veux pas faire ça.
Et donc, en discutant avec le père de, sur comment il voit sa fille, est-ce qu'il la trouve, parce qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs années, hein. Qu'est-ce qu'il en pense, tout ça. Ce père, il est en admiration, il adore son enfant, il est sous le charme de cette petite qui a bien compris que papa lui dira jamais non. Jamais papa pourra dire non. Et il le dit devant elle. Il dit, moi, je ne peux pas lui dire non. Et je l'aime tellement et je la vois si peu et tout ça. Et puis, il y a la question, mais monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez du fait de ne pas pouvoir dire non, du fait que votre fille, pendant 3 heures, finalement, elle ne vous regarde pas. Quand elle mange avec le téléphone. Bon. Là, il redevient un adulte normal. Il dit plein de choses pertinentes sur que ça ne va pas que son enfant puisse comme ça regarder, faire 3 heures d'écran au lieu de le regarder et de jouer avec lui. Bon, nous, on pense que c'est semer des graines. En tous les cas, on ne lui dit pas à ce papa, bon, alors, puisque vous pensez que c'est pas bien, enlevez-lui le téléphone. Non, juste le fait de faire conversation avec lui, on pense qu'on sème des graines pour la fois suivante ou la fois d'après. Il y a 12 rencontres prévues. Bon, allez, on en est à la 3e, peut-être qu'à la 12e, ce papa pourra faire un petit peu autrement. En fait, c'est un pari sur l'avenir. Voilà, nous, le soutien à la parentalité, c'est on sème des graines, on introduit du doute et on parie sur l'avenir. Mais on n'éduque pas les parents. Voilà. On essaye de ne pas occuper la place d'éducateur de parents. Oui, c'est un joli métier du coup, l'espace de rencontre. C'est un lieu d'accès au droit, donc où l'espace de rencontre met en place le droit de visite, tout simplement, avec toute la complexité dont tu as parlé. C'est un lieu où l'enfant est accueilli, où il peut lui se confronter à son histoire avec des professionnels qui ont un peu l'oreille et qui peut être là au bon moment plutôt que d'être que dans le langage du parent avec lequel il réside. Et alors là, tu dis que c'est au niveau des parents un métier de semeur de graines. C'est devenu un métier de semeur de graines. Et, C'est un joli métier. Et pour Oui. compléter, un métier qui semeur de graines, dont une alors là, j'y tiens beaucoup, elle m'est très chère, c'est la graine du collectif. La graine du collectif, parce qu'il me semble que l'ADN, pour y revenir, des ER, c'est le collectif des familles, le collectif des enfants et le collectif des intervenants. Et cette graine du collectif, c'est quand même la graine de la société, de notre monde. Notre monde est quand même du collectif, c'est des autres, même si ces ados ne veulent plus rien avoir à faire avec les autres. Bon, certes, d'accord, ils sont ados et c'est pas grave s'ils pensent ça, pourvu qu'on leur dise quand même et qu'on introduise plein de petits autres autour d'eux. Voilà, même s'ils ne veulent pas. Super. Peut-être alors, est-ce que c'est Magali, le PE 83? Oui, merci. Pour compléter, merci d'abord pour toutes les interventions qui sont vraiment très riches. Pour compléter sur ce que ça m'amène en réflexion, le fait effectivement que dans les horaires, aujourd'hui, en tout cas chez nous, on est aussi dans le soutien à la parentalité. Et cette question de l'ADN, alors tout ça, je le rattache avec aussi l'ADN d'un espace rencontre. Pour moi, il doit être aussi ce lieu provisoire. Alors, vraiment cette notion du provisoire. Et on a, alors, ici, nos locaux nous contraignent à être vraiment dans un collectif comme on le souhaiterait. Voilà, on essaye de la circularité, mais les locaux nous contraignent quand même. Et donc, il y a beaucoup de travail dans les situations et beaucoup de situations sur la possibilité d'évolution vers des sorties. Et je pense que vous l'avez aussi dans les jugements qui vous sont adressés par les juges aux affaires familiales. Et donc, voilà, ça m'évoquait ça aussi, cette place du soutien à la parentalité, le sens qu'elle prend avec cet ADN des espaces rencontres de lieux provisoires quand
on amène aussi à autant que possible dans cet objectif d'accompagnement, d'accueil. Moi, ce que je dis souvent aux équipes, on perd pas de vue ça dès le début, si c'est inscrit et comment, alors on va pouvoir y aller ou pas, mais voilà, ça reste une intentionnalité pour moi qui me semble importante et qui fait partie peut-être, voilà, je le mets en interrogation, je passe, mais sur cette question de ce que doivent être les espaces rencontres sur ce lieu provisoire et d'amener à, et on le voit quand on est vraiment sur les familles qui évoluent vers ces temps de sortie. Voilà. Peut-être alors, Martine, peut-être, et Joël, tu nous proposerais une conclusion pour nous dire un peu à quoi tu as pensé, justement, quand tu pensais à l'autodétermination et les ados. Tu nous as dit que tu nous le dirais après. Peut-être. Ton micro est coupé. Peut-être Martine? Oui. Ouais. Alors, Martine a levé la main. Donc, Martine, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je vais essayer de faire ça. En Est-ce que je ne sais attendant, pas si ça marche ou pas. Oui, en attendant, peut-être Brigitte, parce que non, toi, mais tu en es fait, en entretien je ne là. sais pas si vous allez voir, parce que Vas-y. Ouais, je vous mets deux choses, en particulier une petite super. note sur ce que peuvent dire les parents à leurs enfants, et ça c'est très précieux, en tout cas à la fin des ateliers de parole, parce qu'ils sont très touchés par leurs messages qu'ils font en commun. Enfin, c'est pas le sujet, mais je trouve que c'est important. Voilà ce qu'ils disent, hein. On est là pour vous, on vous aime, et on est fiers de vous. On vous comprend, et puis là, on peut être heureux différemment, la vie continue, hein, c'est un moment, quand les enfants parlent de la séparation et ce qu'il en est, je pense qu'aussi, c'est ça aussi qu'on amène aussi dans les espaces rencontres, hein. C'est effectivement avoir une rencontre avec un parent on lui permet de dire qu'il aime son enfant, que la séparation peut-être casser des choses, mais en tout cas, que les enfants puissent entendre ça de leurs parents, ça les fait grandir aussi, quoi. J'avais envie de dire ça. Et puis l'autre chose que je ferai, je vous mettrai un petit peu, puisque je vous invite du coup, alors je l'ai pas envoyé, j'ai pas mis les conclusions de la question du colloque du mois de mai, hein, elle invité à venir, et parce que on parlera aussi de cette question-là, d'accompagnement, mentalité et plein de choses. Voilà. Je te laisse, Joël, ou si, à moins que Martine arrive à mettre son micro, mais... Ouais, on enverra un message sur le colloque là d'ici la fin de l'année, de toute façon. Alors. Ok, alors je prends hop, Nathalie, est-ce que hop, non, je sais pas si est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Bon. Je ne sais jamais comment le faire, mais bon, voilà, là, ça marche. Ça marche, on s'entend. Donc, mais je voulais juste revenir sur la question de comment nous pouvons, en espace rencontre, accompagner les parents hébergeants. Voilà, dans tout ce qui manifeste comme symptômes, comme voilà, qui souvent c'est une décharge d'agressivité ou voilà, beaucoup de fermeture. Et voilà, nous on a envie en tout cas, de le travailler en équipe. Et voilà, je me dis que ce serait peut-être intéressant d'avoir un temps d'échange, peut-être un autre jeudi, sur qu'est-ce qu'on peut inventer comme modalité d'accompagnement de ces parents. Voilà, parce que j'entendais tout à l'heure le témoignage de Joël sur la situation où on propose un thé et nous on s'est posé la question, et sur le temps de la visite, voilà, on n'a pas forcément les locaux adaptés, on n'a pas forcément la possibilité d'eux. Et puis, est-ce que c'est judicieux que ce soit sur ce temps-là? C'est aussi une autre question. Voilà, est-ce qu'on, c'est pas important aussi de différencier les espaces-temps, le temps du parent visiteur, le temps du parent hébergeant? Mais voilà, on voit bien qu'il y a un besoin. Il y a aussi une demande assez forte souvent de ces mères, parce que majoritairement c'est des mères, d'être reconnues en tant que victimes. Voilà, il
hier, enfin, c'est une anecdote, mais hier, j'ai rencontré donc une nouvelle famille avec une mère très, très agressive qui a signé le règlement de fonctionnement en notant lu et non approuvé. Voilà, avec une grosse colère sur le système, sur comment on peut être auteur de viol et parent. Enfin voilà, très très en colère. Bon, en même temps, voilà, elle a signé, donc voilà, elle est quand même un petit peu engagée. Mais enfin voilà, et elle repart, on voit bien qu'elle repart avec toute sa souffrance à elle et que voilà, en tout cas, il y a un dispositif où il y a un espace qui n'existe pas et qui serait sans doute, qui permettrait sans doute de restaurer les liens ou en tout cas de soutenir le lien avec le parent visiteur. Sans doute, ce serait facilitant quoi, si on avait un peu quelque chose qui venait là en complément de notre dispositif. Voilà. Enfin, je ne vais pas m'étendre parce que je vois qu'il est déjà 10h37. Voilà. Mais peut-être que c'est une question qui peut être abordée aussi une autre fois. Ouais. Hélène, tu veux répondre peut-être? Oui, ben merci. La question, Martine, elle est super importante et je pense qu'en effet, Emmanuel et tous, toutes, ça pourrait rejoindre enfin, faire l'objet d'un jeudi à venir parce que je pense que dans votre question, il y a plein de questions. Il y a tous les outils qu'on peut amener, dont on peut témoigner les uns les autres. C'est la richesse de tous les ER qui existent. Hein. Chez Brigitte, ça se fait. Moi, j'ai pratiqué la mise en place d'espaces rencontres pour des parents hébergeants et visiteurs. Alors, on pourrait parler de toutes les modalités existantes, est-ce que c'est mieux pendant, est-ce que c'est mieux après, bon bref, les réalités, à partir des réalités de chacun aussi. Et puis vous avez soulevé une question très importante aussi, c'est comment faire pour cette question de, vous citez l'exemple de cette mère qui apparemment a été victime de violences. Donc, comment aussi on va différencier la spécificité de l'accueil de ce parent-là? Est-ce que l'idée, c'est de, voilà, vous parlez de remettre de la fluidité peut-être entre les deux parents, de bien repérer des situations dans lesquelles on peut le faire ou non. Enfin, voilà, ça soulève. Pour moi, il y a deux débats, deux possibles, je dis, dans ce que vous amenez. Hein. Il y a la question du parent hébergeant, de comment on l'accueille pour faire collectif aussi avec lui, et puis comment on accompagne dans le cadre des situations où il y a eu des violences conjugales, comment, enfin, je réintroduis ça parce que j'ai entendu ça dans ce que vous avez dit. Je pense que c'est très important qu'on soit bien au clair sur l'accompagnement qu'on propose à ces parents-là. Voilà, Oui. juste. Oui, et en plus, aujourd'hui, on a proposé un premier temps d'échange. On voit bien que le sujet est tellement complexe. Et ce que tu nous as proposé, Joël, à travers les différentes lectures aussi que tu nous invites à faire, c'est d'ouvrir la question de penser ce sujet-là. Ensuite, il y a effectivement les échanges qu'on peut avoir sur les dispositifs qu'on met en place en fonction effectivement du projet, de la structure dans laquelle on est ou des contraintes, etc. Voilà, mais peut-être voilà, on va vous transmettre donc toute cette biographie des uns des autres. Moi, j'avais en tête cette grande librairie qui était que nous transmettent nos familles. Parce que ce dont tu as parlé, Joël, mais dont on n'a pas parlé non plus dans les échanges, c'est de cette famille qui était verticale à plusieurs générations, comme tu l'as dit, et qui aujourd'hui se pense de façon horizontale. Mais c'est un paradoxe de penser l'autorité de façon horizontale. Donc voilà, on n'a pas du tout terminé les échanges sur ce sujet ou les écrits même sur ce sujet-là. Voilà, moi je vous invite, si ce sujet vous parle vraiment et que vous voulez y contribuer, à nous écrire. Soit parce que vous pouvez, ben voilà, on n'a pas le monopole de la pensée, bien loin de là, et donc soit parce que vous avez un article, soit parce que vous-même vous avez écrit quelque chose, soit parce que vous avez une vignette clinique qui peut vous paraître intéressante à partager pour qu'on puisse alimenter un travail collectif. Je rejoins Joël sur la question du collectif. Il doit infuser aussi des moments comme celui-là. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous ça sur la boîte fédération et voilà, c'est ça aussi qui nous donne, nous, à penser et à pouvoir proposer des choses derrière. Voilà. Pour ce jeudi, bon, moi, je vous remercie. Et Joël, tu veux avoir un petit mot d'ouverture ou de…
Ou de- de parole ou de... oui. Donc, tu me Tu veux demandes de inviter tout le fermer, monde au tu me début? demandes de fermer et d'ouvrir. Ça, c'est Bah parfait. oui, c'est bien J'adore. Paradoxe aujourd'hui. Oui, oui. Je pense qu'il aurait fallu encore beaucoup plus de temps parce qu'en Ah oui. plus, maintenant, la parole se libérait et les échanges, c'est dommage là qu'on arrête, mais c'est comme ça. Donc peut-être que les jeudis de la Fédé devraient être un peu plus longs. Oui. On voit bien comment il y a le temps il y a un temps pour absorber le questionnement et après pour le questionner et pour échanger. Peut-être, non, je vais juste ouvrir comme ça, là, l'idée qui me traverse, c'est que les espaces rencontres sont peut-être là pour mettre en mouvement les familles qui sont arrêtées, qui sont coincées, qui sont paralysées par leur conflit ou la situation qu'ils vivent. Et il me semble qu'on peut mettre en mouvement. Alors, semeur de graines, mais de mise en mouvement et nous, voilà, comme pour leur éviter de tourner en rond, quoi. Alors, c'était la mode à une époque, les professionnels, les empêcheurs tournaient en rond, mais c'est un peu ça. Parce que sinon, on est coincé. Et puis, on voit bien comment, au fil des années, les ER inventent des dispositifs. J'ai répertorié, je ne sais pas combien de dispositifs possibles dans les ER. Quand ils ont été créés, il n'y en avait qu'un dispositif. Hein. Bon. Et là, on invente. Alors, tant mieux, hein, quand même, hein, parce qu'il faut s'adapter. Mais ça dit quelque chose, je crois, de l'idée peut-être qu'on se ressent impuissant, devant ce qui se passe, qui se déroule sous nos yeux, et qu'on se croit obligé de encore inventer un dispositif, finalement pour faire quoi? Pour faire plaisir? Pour quoi faire? Pour atténuer nos angoisses à nous? Pour s'adapter à qui on reçoit? Là, c'est une question aussi un peu éthique. Jusqu'où on va aller à inventer tout ça là? C'est la question que je me pose à chaque fois que je bois le thé avec une mère hébergeante. Je me dis, mais jusqu'où on va d'inventer tout ça? Ben, peut-être il faut, hein, mais quand même, ne le faisons pas sans réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Où il est le R dans tout ça? Et est-ce qu'on ne va pas s'y perdre? Est-ce qu'on garde bien notre ADN? Voilà, c'est tout, juste ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.